Quel avenir pour notre planète? C'est notre grand angle. La fin du monde, l'effondrement de la planète, alors que la COP27 se penche sur la lutte contre le réchauffement climatique. Nous allons faire un état des lieux et surtout voir s'il y a encore des raisons d'espérer. Avec vous, Antoine Bueno. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, Estelle Martin. Vous êtes donc l'auteur de ce livre, de cet essai, L'effondrement du monde n'aura probablement pas lieu. Alors c'est aux éditions Flammarion. Alors comme vous le soulignez dans la préface, tout est dans le probablement, finalement, personne ne le sait. Ah non, ça, personne ne le sait. Et justement, l'un des objectifs de ce livre, pour moi, c'était de sortir du manichéisme qu'on trouve dans le débat public aujourd'hui, entre, d'un côté, des gens qui nous disent, sont les collapsologues, tels qu'ils s'appellent, ou les survivalistes, qui nous disent l'effondrement de notre civilisation thermo-industrielle est absolument inéluctable. Et de l'autre côté, des libéraux, des transhumanistes, des cornucopiens, tels qu'on peut les appeler, qui croient que le monde est une corne d'abondance, qui rient de ça et qui nous disent mais non, tout ira bien, tout va bien se passer. Donc je voulais sortir de ce manichéisme-là pour dire que personne ne peut confisquer l'avenir, que le champ des possibles reste ouvert. Et donc selon moi, l'effondrement est possible, mais encore faut-il savoir de quoi on parle. En revanche, il n'est pas inéluctable et dans ces conditions, il faut déterminer comment est-ce qu'on pourrait l'éviter. Alors il y a quand même des échos anxieux, notamment Bien dans sûr. la jeune génération. On va écouter quelqu'un que vous connaissez certainement, que le monde entier connaît, Greta Thunberg. Celui qui se sent mal aujourd'hui, tellement de gens sont tristes et déprimés. Mais c'est une bonne chose, parce que ça veut dire qu'ils ont encore de la compassion et qu'ils ne veulent pas vivre dans ce monde qui a perdu toute son empathie. Beaucoup de gens viennent me voir pour me dire qu'ils ont un problème parce qu'ils se sentent très mal. Mais pour moi, c'est le contraire. Ce sont tous ceux qui réussissent à vivre dans cette société qui ne s'intéressent qu'au prestige et aux choses superficielles, à la culture du meilleur, etc. Ce sont eux qui ne sont pas normaux. Donc on voit bien qu'il y a un clivage avec Greta Thunberg. Elle est très émue, elle n'a pas voulu participer à la COP27. Donc encore une fois, votre livre, votre essai, c'est pour rassurer aussi ces jeunes qui ont peur ? Non, pas vraiment. C'est-à-dire que je ne décris pas un monde idyllique. Je dis que l'effondrement est possible, mais peut-être pas probable. Il faut savoir précisément de quoi on parle. L'effondrement, c'est l'arrêt du système industriel. Un point quand même sur l'éco-anxiété, puisque c'est la base de cette émotion qui est véhiculée par Greta Thunberg. Elle est très positive, cette éco-anxiété. Elle prouve que justement, il y a une prise de conscience. Heureusement qu'on est de plus en plus éco-anxieux. Quand on est anxieux face à quelque chose, c'est qu'on a conscience qu'il y a un danger. Et là, la crise environnementale est absolument catastrophique. Et il est tout à fait vrai que si nous ne faisons pas ce qu'il faut face, par exemple, au réchauffement climatique, non seulement notre civilisation est condamnée, mais sans doute tout ou partie de l'humanité. Parce que quand on parle de l'effondrement, donc je précise, c'est l'arrêt du système industriel. Vous le définissez. Après, vous expliquez qu'il y a 3 scénarios possibles. Exactement. C'est-à-dire que le problème de la collapsologie, c'est-à-dire les gens qui nous disent c'est inéluctable, ça va arriver, etc., c'est qu'ils ne nous expliquent pas précisément de quoi ils parlent et ils ne nous expliquent pas en particulier par quelle mécanique le monde pourrait s'effondrer. Alors, l'arrêt du système industriel, c'est très très grave, théoriquement. Ça veut dire que la parenthèse qui s'est ouverte avec la révolution industrielle d'il y a 2 siècles se referme aujourd'hui pour des raisons diverses, on va dire 2 grandes raisons, mais ça veut surtout dire que nous n'avons plus de quoi vivre, parce que la plupart des gens, sauf dans les pays très pauvres, la plupart des gens vivent sous perfusion d'industrie. L'arrêt du système industriel, ça veut dire qu'on n'a plus de nourriture. Non, ça veut dire qu'on n'a plus de nourriture, ça veut dire c'est pas du tout la décroissance. Ça, il faut vraiment bien distinguer, justement, ça n'est pas du tout la décroissance. C'est un effondrement, c'est-à-dire un arrêt du système industriel dans la douleur, dans le sang qui est subi. Et donc, on n'a plus de nourriture, on n'a plus les services essentiels, par exemple, on n'a plus de transport, on n'a plus de médicaments, on n'a plus rien. Et en conséquence, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des milliards de morts. C'est ça dont on parle quand on parle de l'effondrement. Et donc, en aucun cas, l'effondrement ne peut être quelque chose de sympa. Et pourtant, vous posez la question, d'ailleurs, c'est assez effectivement ironique. Vous dites, est-ce que ça peut être sympa ? Donc, non, je dis ça parce que certains survivalistes et collapsologues le disent finalement, qu'on pourrait repartir sur une vie plus proche de la nature. C'est pas du tout ce que vous nous dites. Tout à fait. Alors, c'est là qu'en fait, finalement,
finalement, il y a deux discours chez les collapsologues, de la même manière que dans votre sonore, on a vu deux discours chez Greta Thunberg. Il y a d'un côté une analyse qui est parfaitement rationnelle de la situation environnementale, qui se fonde sur des données scientifiques, précises, à peu près irréfutables. Et puis de l'autre côté, il y a une contestation qui est plus idéologique, qui est plus politique, du monde actuel, du capitalisme, etc. À mon avis, il faut vraiment scinder les deux, et ça permet d'avoir les idées extrêmement claires sur le sujet. Est-ce qu'il y a déjà eu un effondrement? Vous en citez quelques-uns, notamment la Société de l'île de Pâques. Est-ce qu'on parlait d'un effondrement? Parce que l'effondrement, c'est interne. Non. Finalement, ça vient de l'intérieur. Tout à fait, c'est exactement ça. Alors, l'effondrement d'une civilisation, il y a disons, un cliché qu'on a en tête, c'est de se dire que toutes les civilisations avant la nôtre se sont effondrées et que donc il n'y a aucune raison que la nôtre fasse exception. Eh bien, c'est faux. C'est faux, et vous venez de dire pourquoi. C'est parce que quand on parle d'effondrement, on parle d'une dynamique interne qui conduirait à la fin d'une civilisation. Or, dans l'histoire, on a beaucoup de mal à déterminer une civilisation qui aurait disparu en raison de sa dynamique interne. La plupart des civilisations ont été détruites par d'autres civilisations. On pense à des cas de conflit, des cas de guerre, mais ça peut être aussi des événements naturels. Et puis même quand une civilisation s'est effondrée dans des circonstances un petit peu plus troubles, il y a toujours des raisons extérieures et des raisons intérieures. Donc en histoire, il y a Jared Diamond justement qui a traité spécifiquement de cette question parce qu'on a du mal à trouver des cas d'effondrement dans l'histoire, et il en a trouvé un certain nombre, mais qui sont quand même contestables. Par exemple, l'île de Pâques, il y a plusieurs scénarios pour l'île de Pâques. Donc il faut admettre que l'effondrement écologique dont on parle aujourd'hui et qui est le centre de la collapsologie, ça serait un événement inédit. C'est pas pour ça que c'est pas possible, mais en tout cas, ça serait un événement inédit par son ampleur, et puis il faut bien comprendre que ça concerne le monde entier. Avant, c'était des civilisations localisées, maintenant c'est le monde entier. Alors dans votre essai, d'ailleurs, vous dressez les 3 scénarios de l'effondrement. On les voit, un arrêt cardiaque, panne sèche ou cocotte minute, ce qui est assez parlant. Oui, alors c'est en fait là où j'essaye d'éclairer la collapsologie, c'est-à-dire de préciser de quoi on parle de manière très concrète. Je m'aperçois, puisque moi j'essaye d'appliquer une méthode qui est la méthode prospective à ces questions-là. Eh bien, on peut distinguer 3 scénarios. Le prospectiviste, c'est ça qu'il fait. Il établit des scénarios. Et donc là, on a 3 scénarios différents en fonction de 3 causes différentes, avec 3 temporalités différentes et même 3 probabilités d'occurrence différentes. L'arrêt cardiaque, c'est un arrêt immédiat du système. Ça peut arriver demain ou aujourd'hui même, en raison de la complexité du monde. Ça peut être une crise économique, par exemple, qui en serait le déclencheur. La panne sèche, c'est un petit peu plus loin dans le temps, c'est une pénurie de ressources. La plus connue, la plus importante, c'est le pic pétrolier. Est-ce que le pic pétrolier peut causer la fin de la civilisation thermo-industrielle? Et puis la cocotte minute, un petit peu plus loin encore dans le temps, évidemment, c'est le scénario de la pollution, en particulier du réchauffement climatique. Alors, on va s'arrêter sur cette scène. On va voir Patrick Pouyanné. Alors, Patrick Pouyanné, c'est le PDG donc, de Total Energy. Il est allé à la COP27. Alors, on le voit, il est un petit peu bousculé par les militants qui lui reprochent tout simplement d'être là. Et on va voir ce qu'il répond. En fait, on va pas voir ce qu'il répond. Il a ensuite été interrogé par nos confrères de France Info et voici ce qu'il a dit. Notre monde vit d'énergie fossile. Croire qu'on va changer le système en une nuit, ça ne marche pas. Voilà, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Alors, factuellement, on peut qu'être d'accord. C'est-à-dire que la transition qui est nécessaire aujourd'hui est une transition qui est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Cette transition, elle est triple. C'est une transition énergétique, une transition industrielle, c'est-à-dire passer à la circularité, et une transition agricole, passer à l'agroécologie. Et pour l'énergie, bien sûr, c'est se passer des énergies fossiles pour arriver vers principalement l'électrification, parce qu'il y a aussi la biomasse qui peut être une énergie, mais dans une moindre mesure. Donc, mais est-ce que la guerre en Ukraine, justement, a accéléré la situation? Il est encore trop tôt pour le dire, parce que comme on vit dans un monde extrêmement complexe, là pour l'instant ça a plutôt un effet inverse en relançant les centrales à charbon en Allemagne, même en France les centrales au gaz, donc on ne peut pas le dire, mais sans doute que sur le long cours, oui, ça va être un facteur d'accélérateur de la transition. Donc vous me demandez de réagir à ce qu'a dit Pouyanné, factuellement il a raison. En revanche, ce qu'on lui reproche, ce qu'on reproche à Total, c'est de freiner des cas de fer, c'est-à-dire d'être assis sur un modèle économique qui lui va bien et de ne pas assez développer sa branche qui existe d'énergie renouvelable, parce que Total, c'est plus Total tout court, c'est Total énergie au pluriel. Mais ça reste encore minoritaire, il n'y a que 4 milliards sur l'ensemble du chiffre d'affaires de la boîte contre 16 milliards pour les énergies fossiles, 4 milliards pour les énergies décarbonées chez Total, 16 milliards pour les énergies fossiles. Donc on voit qu'il y a encore un grand déséquilibre et on lui reproche de continuer de développer d'énormes projets, par exemple de pipeline en Afrique. En Ouganda, voilà, et donc de ne pas autant accélérer la transition ou contribuer à la transition qu'une entreprise comme Total pourrait le faire. Ça peut être fondé. Alors pour les
pistes pour éviter cet effondrement, hein, vous l'avez dit, hein, il y a l'agroécologie, il y a la sobriété, il y a la transition énergétique. Vous parlez aussi, en fait, finalement, on va parler du nombre d'êtres humains. Ça pourrait être un facteur inquiétant. Et on va franchir les 8 milliards hein, d'ici le 15 novembre 2022. Donc c'est allé très vite. Mais vous dites non, finalement, on se calme, ça va se ralentir. Alors non, je dis pas du tout ça. Je dis, j'ai mal lu. Non, je dis exactement l'inverse. Je dis que notre empreinte environnementale est le produit de deux facteurs. Notre mode de consommation multiplié par notre nombre. Notre mode de consommation, on vient d'en parler, ce sont les 3 transitions économiques que je viens d'énoncer, mais qui vont être longues et très difficiles à mettre en œuvre. Dans ces conditions, si on veut avoir une chance de réduire notre impact suffisamment, on ne peut pas négliger le volet démographique, c'est absolument nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas négliger le volet démographique? Ça veut dire mettre en adéquation les droits des femmes avec les droits de la nature. Autrement dit, il y a chaque année des dizaines de millions de naissances non voulues, non désirées, avec un planning familial. Donc il ne faut plus faire d'enfants en fait. Non, pas du tout. Je ne dis pas ça. Je dis que quand une femme ne veut pas avoir d'enfants et qu'elle veut avoir un moyen de contraception, il faut qu'elle puisse y avoir accès. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui sur la planète. Et ça ne coûterait pas très cher. Une meilleure régulation en fait. Ce n'est pas une régulation. C'est que quand une femme veut un stérilet ou des préservatifs et ne plus être prise pour une poule pondeuse, eh bien qu'elle puisse être entendue dans ce désir-là et avoir une autre destinée. Il y a la question aussi de l'éducation des filles partout dans le monde. Si toutes les filles sont éduquées partout dans le monde, ça a un effet de levier extrêmement fort sur le taux de fécondité. On sait très bien que pour une somme extrêmement modique par rapport au reste de la transition environnementale, on pourrait aboutir à d'énormes résultats en termes environnementaux. Oui, mais ça, c'est dans un monde merveilleux ou un monde mathématique. Il y a des barrières sociales, religieuses. On voit même qu'il y a un retour de bâton au niveau des valeurs conservatrices. Oui, bien sûr, ça c'est vrai. Ça se joue au niveau des mentalités et de la culture. Mais une révolution qui se mène avec des préservatifs et des stylos, ça vaut le coup d'être tenté, non? D'accord, ça sera le mot de la fin. Donc la révolution, préservatifs et stylos. Merci encore Antoine Bruno d'être revenu sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre ouvrage. L'effondrement du monde n'aura probablement pas lieu.